Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo bilan de notre voyage au Japon de 3 semaines. On est parti 21 jours du 11 mai au 1er juin. Dans cette vidéo, on va parler de budget, de notre itinéraire, de la partie nourriture, de la partie transport, de la partie logement et de toutes les activités qu'on a pu faire pendant ces 3 semaines au Japon. Alors avant de commencer, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures. Notre trajet s'est composé de la manière suivante. On est arrivé à Tokyo, où on est resté pendant 6 jours. Ensuite, nous sommes partis à Hakone pour aller faire les sources chaudes pendant 3 jours. On est parti pour Kyoto pendant 6 jours et Osaka pendant 6 jours. Et vous verrez qu'en fait, on a rayonné autour des grosses villes pour arriver à trouver des petits lieux un petit peu sympas comme Uji ou encore Nara. Et je vous invite vraiment à pouvoir faire ça. Alors au niveau du budget, qui est souvent la catégorie qui est la plus attendue, tout le monde pense que le Japon est extrêmement cher. Et finalement, c'est pas le pays qui coûte le plus d'argent quand on sait bien s'y prendre. Pour pouvoir avoir les bonnes bases, il faut comprendre que 1 euro, ça fait environ 150 yens. C'est un peu le calcul qu'on garde en tête pour avoir des conversions assez simples lorsqu'on est sur place. En tant que Français, on a l'avantage d'avoir un visa qui est gratuit quand on arrive de 90 jours. Donc c'est hyper simple, en tout cas en tant que Français, de pouvoir aller là-bas. Et ensuite, pour les hôtels, sur 21 jours, ça nous a coûté 1360 euros. Donc, c'est pas énorme en termes de tarifs, sachant que ce qui nous a coûté le plus cher, c'est directement les ryokan, donc un hôtel traditionnel qu'on a pris au niveau de Hakone. Après, à Kyoto et à Tokyo, c'était environ 60-70 euros la nuit. Et à Osaka, on était à peu près dans les mêmes tarifs. On n'a pas les mêmes prestations en fonction des villes. Tokyo va avoir des logements qui sont plus petits, alors que Kyoto et Osaka vont être globalement plus grands. On a dû retirer sur place 2200 euros environ, qui nous a permis de payer l'ensemble de nos dépenses courantes. Il vaut mieux retirer du cash parce que c'est beaucoup plus simple en termes de fonctionnement. Ils ont différents billets, différentes pièces. Et bien sûr, ils fonctionnent uniquement sans pourboire. Donc ne laissez jamais un pourboire, même si on vous rend de la petite monnaie, récupérez-la bien, sinon ça sera très très mal vu. Les repas au Japon, ça coûte environ 10 à 15 euros pour 2 personnes, en fonction de si vous allez manger local ou pas. Si vous mangez bien sûr de la nourriture occidentale, ça va vous coûter plus cher. Si vous êtes dans un maître sushi également, mais si vous mangez par exemple des ramen, c'est entre 6 et 7 euros, c'est environ 1000 yens. Et donc vous aurez plus faim une fois que vous aurez mangé vos ramen et vous allez vraiment vous régaler. Après, si vous avez besoin de laver vos affaires, c'est en général 300 yens et il faut ajouter 100 yens pour sécher 30 minutes. Nous, en général, les lessive, ça nous coûtait entre 500 et 600 yens le temps que nos affaires soient bien sèches parce que sinon, vous récupérez des affaires qui sont mouillées, c'est quand même pas l'idéal. On a pris également 2 cartes SIM pour avoir un mois en illimité avec Internet directement dans un distributeur automatique et ça nous a coûté environ 60 euros. Maintenant, pour les transports, on a pris en général les transports locaux. On a favorisé tout ce qui était métro plus que le taxi parce que le taxi a tendance à coûter quand même assez cher au Japon. Donc, je vous invite plutôt à faire comme les locaux, à vous déplacer via les transports en commun qui sont très pratiques et fonctionnels. Je vous invite tout de suite également à prendre la carte Passmo ou Lyoka ou Ikoka ou encore la Suica carte qui vous permettent de créditer de l'argent dessus et de pouvoir prendre facilement les transports en commun sans être obligé de faire l'appoint en permanence. Nous, on a eu la malchance, on va dire, d'arriver à Narita. Il y a 2 aéroports à Tokyo, un qui est plus loin que l'autre. Et depuis Narita jusqu'à Tokyo, il y a à peu près 1 heure de transport. On a un train qui fait directement la liaison, qui nous a coûté 5100 yens pour deux, donc environ 34 euros, ce qui n'est pas en montant non plus exorbitant. On a pris également 2 fois le Shinkansen. Alors, il y en a qui vous disent qu'il faut absolument prendre le JR Pass. C'est pas forcément nécessaire en fonction des trajets que vous faites. Faites bien votre calcul parce que le JR Pass coûte quand même assez cher. Et le problème du Shinkansen, c'est que vous avez déjà en fait un ticket de base qui s'appelle le phare. Et après, vous êtes obligé de prendre le siège. Donc quand vous allez à la machine pour payer, faites bien attention à bien prendre les 2 tickets, sinon votre place n'est pas valide. Nous, on l'a pris entre Odarawa et Kyoto avec un arrêt à Nagoya. Et on en a eu pour 24 000 yens pour deux, soit environ 150 euros. Ce qui est quand même pas donné. Sachant que le Shinkansen ressemble quand même globalement à notre TGV. Pour les cartes Passmo, comme je vous l'expliquais plus tôt, on a mis 500 yens de déposit. Vous pouvez les récupérer uniquement si vous repartez de Tokyo, alors que la Ikoka et la Suica, de mémoire, vous pouvez le faire dans tout le pays. Donc choisissez bien votre carte avant d'y aller. Et après, c'était environ 100 yens par trajet. En fonction de la distance que vous faites, vous allez payer plus ou moins cher. Au niveau du budget pour les activités, on a payé 1 heure dans un Mets Café pour 2 personnes. Ça nous a coûté 3300 yens. Les Mets Café sont des endroits où vous avez des personnes qui sont déguisées, qui vont chanter. C'est une ambiance qui est assez particulière,
mais qui est assez typique au Japon. Donc je vous invite à voir un petit peu ce que c'est sur internet, et si ça vous intéresse, allez dans une des chaînes qui existent, parce qu'il en existe quand même un grand nombre, pour découvrir un peu cette ambiance culturelle assez particulière. Ensuite, tout ce qui est machine à boules, donc c'est des machines où vous allez tourner une pince mécanique et vous allez avoir une boule en plastique qui va sortir avec un petit objet dedans. Ça va de 100 à 500 yens en général, mais la moyenne c'est plutôt aux alentours des 300-400 yens, ce qui représente à peu près 2 à 3 euros. Vous avez le jeu avec les pinces, vous pouvez attraper des figurines, c'est en général 100 à 200 yens. Vous pouvez faire une dégustation de saké à Kyoto et je vous recommande vraiment de la faire parce que c'était excellent et ça vous permet d'apprendre énormément de choses sur le saké. Il y en a environ pour 3000 yens pour 2 personnes, donc ça fait à peu près 20 euros. L'entrée dans les temples à Kyoto est en général tout le temps payant, c'est entre 500 à 600 yens par personne. On est allé également à Universal Studios Japan et à Disney Sea. À chaque fois, il faut compter 115 euros pour 2 personnes sans prendre les fast-pass, parce que les fast-pass, ça vous coûte à peu près le double en termes d'argent. Donc, ce qui nous fait un budget total de 2500 euros, soit à peu près 60 euros par jour et par personne. Sachant qu'on était logé à peu près dans des 3 étoiles ou équivalent, qu'on ne s'est pas forcément trop restreint sur la nourriture, qu'on s'est fait quand même assez plaisir. Si on rajoute nos achats personnels, on a rajouté à peu près pour 500 euros d'achat de figurines, d'autres éléments, de t-shirts, de vêtements qu'on a acheté là-bas pour pouvoir compléter notre sac. Parce que vous avez plein de magasins, plein de boutiques super intéressantes. Si vous voulez acheter des figurines, je vous conseille plutôt d'aller dans des book-off qui sont l'équivalent des cash converters où les gens viennent revendre leurs affaires. Et là, vous trouverez des figurines pour vraiment pas cher et elles sont totalement neuves. Donc c'est vraiment impressionnant l'état dans lequel les Japonais arrivent à garder leurs affaires, contrairement à ce qu'on peut trouver par exemple en France. Et après, je vous invite à aller dans les Don Quichotte qui sont des gros magasins où vous retrouvez plein de produits japonais, que ce soit de la nourriture, des goodies ou des accessoires. Et vraiment, vous allez repartir avec plein de choses. Donc je vous invite quand même à aller y faire un tour. La deuxième section la plus importante, j'ai envie de dire, pour cette vidéo au Japon, c'est la nourriture. La nourriture est une institution dans la culture japonaise. On peut commencer avec les takoyaki. Les takoyaki, ce sont des boules qui sont frites et dans lesquelles vous allez retrouver en général du poulpe avec une espèce de crème fraîche autour, de béchamel pour être plus exact. Et c'est vraiment très bon. En général, vous en mangez 6-8, vous avez plutôt faim derrière et c'est assez sympa. On a également les okonomiyaki qui sont comme des grosses omelettes mais qui sont faites à base de choux et dans lequel on va pouvoir mettre des crevettes, on va pouvoir mettre différents ingrédients. C'est préparé devant vous en général sur une plaque de cuisson. C'est également très bon. Je vous invite absolument à tester les différents types de nourriture qu'il y a au Japon parce qu'il y a plein de choses à goûter. C'est de manière très différente. Faites attention, certains okonomiyaki sont un petit peu trop gras. Donc essayez de trouver quelque chose qui est un peu plus diététique et vous verrez, vous allez vraiment vous régaler. Bien sûr, on ne peut pas parler du Japon sans les sushis et les sashimi. Là, je vous invite à vous faire au moins un resto chez un maître sushi. Ça coûte à peu près 70 euros pour 2 personnes. Les sushis de haute qualité, de bonne qualité, je vais dire, sont entre 500 et 600 yens pour 2 pièces. Après, bien sûr, vous avez des makis aussi qui vont coûter moins cher. Les californiens n'existent pas parce que c'est une invention purement européenne. Et la grosse différence avec nos sushis qu'on va trouver en France, c'est qu'ils vont avoir plein de poissons différents et dont par exemple du poulpe cru qui est assez particulier à manger en sushi. Mais vous avez par exemple du céréole, du thon rouge qui est vraiment très bon, peu de saumon par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver en France où ils mettent la blinde de saumon de partout. Et pareil dans les sashimi, vous avez plein de variétés différentes. Donc je vous invite vraiment à aller en goûter au moins une fois pour vous faire plaisir. Nous, on a essayé un jour les sushis dans un Lawson où vous les achetez directement dans des barquettes et c'était les pires qu'on ait mangé. Donc globalement, je vous déconseille un peu de faire ça, hormis si vous avez un tout petit budget, mais vous verrez qu'ils sont vraiment de mauvaise qualité. Après, bien sûr, les ramen vous en trouvez de partout avec différents bouillons, que ce soit de la sauce salée, que ce soit du bouillon de poulet, que ce soit différentes sauces, mais c'est vraiment hyper agréable. Vous verrez que vous en avez qui sont plus ou moins gras. À chaque fois, dans le ramen, vous avez directement des légumes, vous avez de la viande, vous avez des nouilles. Elles sont généralement faites maison. Alors, elles sont plus ou moins épaisses en fonction du type de ramen que vous allez prendre. Ou que ce soit des udon. Les udon sont des grosses nouilles qui sont très épaisses. Personnellement, je préfère celles qui sont plus fines. C'est plus agréable. Mais vraiment pareil à goûter. Et ça coûte en général aux alentours des 1000 yens. Avec l'œuf qui est coupé en deux, qui est fondant. Et là, c'est vraiment un régal. Les tempura. Les tempura, ce sont d'abord des crevettes en général qui sont frites. Mais également, il y a tous les légumes tempura
Et je vous invite à les goûter parce que c'est extrêmement bon et ça change de ce qu'on a l'habitude de goûter et c'est assez sympa. Ça fait une espèce de beignet en fait qui est autour du légume et que vous allez déguster directement comme ça. On a les soba qui sont les nouilles à la farine de sarrasin et même si vous allez à Uji, vous allez trouver des soba directement au matcha, donc des nouilles qui sont vertes, que vous pouvez manger froides ou chaudes. Froides, elles ont plus de goût que chaudes. Personnellement, je préfère chaud parce que bon, les nouilles froides, c'est pas l'idéal. On a également le matcha qui est très très connu directement à Uji parce que c'est la ville principale du Japon où ils font le matcha. C'est une sorte de thé qui va être très amer, qu'on va pouvoir retrouver dans des gâteaux, qu'on va pouvoir retrouver sur des biscuits, qu'on va pouvoir retrouver dans différents plats. Et plus la qualité va être bonne, moins le produit va être amer, plus il va être doux. Et donc pareil, vous avez la possibilité de faire des dégustations directement de matcha et ça vous permet d'habituer un peu votre palais à ces différentes saveurs. Vous avez les mochi, qui est le terme français pour des petites pâtisseries, si on peut appeler ça comme ça. Ça a une texture qui est un peu particulière. C'est du gluant, c'est assez gluant, c'est de la pâte de riz. Et en général, ils vont mettre des haricots rouges, eux, à l'intérieur. Et souvent, des fois, vous pouvez trouver même une fraise qui est posée dessus. Et c'est vraiment un régal. Donc, je vous invite à les tester. Le mochi, ceux-là, avec la fraise, ça coûte à peu près 300 yens, donc environ 2 euros. Mais vraiment, vous allez vous régaler. On retrouve également les hot pots qui sont ni plus ni moins que des espèces de gros plats où vous allez avoir de l'eau bouillante dedans, vous allez mettre des légumes, vous allez mettre du soja, vous allez mettre de la viande et vous allez manger au fur et à mesure parce que ça va être bouilli. Et pareil, ça vous fait un bouillon à la fin que vous pouvez boire. Et vraiment, c'est un régal. Vous retrouvez ça plutôt dans les petits villages. Après, bien sûr, il existe dans les grosses villes, mais un petit village, c'est plus convivial et c'est très sympa. Si vous passez vers Hakone, je vous invite à aller dans le Tenzan Onsen, qui est celui où nous on est allé pour se rafraîchir et pour pouvoir se baigner dans les sources chaudes. Et justement, ils ont un hot pot qui s'appelle le shabu shabu, qui est excellent. Donc je vous invite à aller manger là-bas. On a également les tonkatsu qu'on retrouve un peu de partout au Japon, qui est du porc qui va être pané, sur lequel on va mettre une sauce en général qui est assez sucrée. Et on va manger les tranches les unes après les autres. Vous en retrouvez, pareil, ça coûte pas très cher, en général 6-7 euros le plat et vous allez vraiment vous régaler. Je pense qu'une des nourritures les plus traditionnelles, ça reste également le bœuf de Kobe, qui est l'un des bœufs les plus chers au monde, qui mérite d'être goûté. C'est un bœuf qui est assez gras, quitte à le faire aller pareil dans un endroit qui est un peu spécialisé dans la chose. Quand vous êtes à Osaka, vous n'êtes pas très loin de Kobe, donc vous avez de très bons restos qui apportent de la viande de Kobe. Nous, on en a pris pour 2 personnes avec un pavé de bœuf de Kobe et un pavé de bœuf de Wagyu. Donc le Wagyu, c'est le bœuf japonais. On en a eu pour 150 euros pour deux, mais vraiment c'était un régal et c'était vraiment exceptionnel. Donc si vous avez un petit peu de budget et du temps, je vous invite pareil à le goûter. Si vous aimez les boissons, bien sûr, l'eau elle est potable, ce qui est quand même très pratique quand on est au Japon. Et le saké qui est la boisson traditionnelle du Japon, fait à base d'alcool de riz. Vous avez des sakés qui sont plus secs, des sakés qui sont plus sucrés, d'autres qui se mélangent. Et vraiment, je vous invite à aller faire des dégustations pour appréhender ces différentes nuances de saveurs et pour arriver à reconnaître le bon saké d'un mauvais saké. Et vous verrez que finalement, c'est comme le vin, une fois qu'on arrive à apprécier, on arrive à déguster et à sentir l'ensemble des saveurs qui sont transmises par cette boisson. Après, un petit inconvénient au niveau de la nourriture au Japon, c'est que globalement, en général, les restaurants ferment assez tôt, surtout dans les villages. Donc prévoyez d'y aller en général assez tôt, vers 18h, 18h30 dans les villages. Après, dans les grandes villes, en général, vous trouvez quand même toujours à manger. Mais les Japonais adorent faire la queue. Donc si vous n'êtes pas forcément organisé, vous risquez de faire la queue assez longtemps pour pouvoir aller manger. Et après, la nourriture que vous allez trouver dans les 7-Eleven, les Lawson et Family Mart, ça vous dépanne, mais globalement, c'est loin d'être exceptionnel. Il y a des pays où, comme en Thaïlande, c'est quand même passable, mais là, globalement, c'est quand même vraiment pas fou. Pour prendre le petit déjeuner, ça peut encore le faire, mais globalement, pour manger de manière un repas complet, c'est pas l'idéal. Si vous avez vraiment rien, ça dépanne, mais c'est pas fou. La catégorie suivante, elle est dédiée au logement, parce que je pense que c'est pareil, un gros morceau. Les logements sont quand même relativement assez petits sur Tokyo, par contre, ils sont très bien équipés, et on va vous fournir par exemple des rasoirs, des brosses à dents, des peignes, et même des kimonos pour pouvoir dormir. Donc c'est hyper agréable, vous arrivez vraiment, c'est comme si vous étiez chez vous, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais les logements sont vraiment petits sur Tokyo. C'est impeccable en termes de propreté. À Tokyo, ils nous changeaient la serviette tous les jours, et également les kimonos, à tel point qu'on est allé voir au bout de 3 jours en disant que finalement c'était pas obligé qu'ils nous les changent tous les jours parce que nous ça nous dérangeait d'un point de vue écologique. Et ils nous ont regardé avec des grands yeux ronds en grande incompréhension
en ne comprenant pas pourquoi on voulait qu'ils nous changent peut-être que les serviettes tous les 2 jours ou tous les 3 jours et pas tous les jours. Pour eux, on était un petit peu les salles de service. Du coup, on a un peu renoncé, on les a laissés faire. Mais voilà, c'est vraiment eux dans leur état d'esprit où ils pensent pas forcément à l'écologie et ils pensent vraiment à la propreté avant tout et au service. C'est extrêmement important. Pareil, on a le droit à certains hôtels où on est en self-check-in, c'est-à-dire que vous avez personne. Vous arrivez, vous avez directement une machine sur laquelle vous allez appuyer, rentrer vos informations et on va vous donner un code pour ouvrir votre porte de chambre d'hôtel. Pareil, vous n'avez pas de carte, vous avez des codes, donc ça vous permet de pouvoir faciliter l'entrée et la sortie, que vous soyez seul ou en couple. Si jamais il y en a un qui a besoin de partir, vous n'avez pas besoin de vous prêter la carte, c'est quand même assez pratique. Ils ont également un concept que je trouve assez intéressant au Japon, qui est le Love Hotel. Ça se trouve plutôt à Tokyo en général et dans quelques autres grosses villes. Ce sont des hôtels où vous pouvez aller passer un moment avec la personne, avec votre partenaire, et vous avez des chambres un petit peu atypiques, que ce soit des chambres sur une thématique particulière ou des chambres plutôt traditionnelles. Vous allez payer soit la nuit, soit 2 ou 3 heures, et en général, c'est très utilisé par les jeunes japonais qui sont en couple, parce qu'ils ne peuvent pas avoir des rapports intimes dans leur appartement, parce que généralement, ils vivent avec leur famille, et les murs sont très fins, donc c'est quand même assez compliqué d'avoir un petit peu d'intimité. Et pareil, si vous avez un peu de budget, je vous invite à y aller au moins une fois pour découvrir un peu cette ambiance-là, et vous verrez que c'est quand même assez rigolo. Comme je vous l'expliquais, les logements en Japon ne sont quasiment pas insonorisés, c'est quand même très fin. Et après, les Japonais sont quand même assez calmes, donc vous n'aurez pas trop de problèmes pour pouvoir dormir, même si justement cette insonorisation peut poser problème des fois avec le bruit des voitures qui peuvent passer dehors. On a également eu l'occasion de dormir dans un ryokan. C'est une maison typique japonaise où vous allez dormir à même le sol directement sur des futons. Alors c'est très sympathique une nuit, mais globalement sur les futons on dort pas très bien, c'est assez inconfortable, ça fait mal au dos. Donc je vous invite à le faire au moins une fois pour découvrir un peu la culture japonaise, mais après pas pour y rester une semaine, sinon vous allez ressortir avec le dos complètement éclaté. Et j'ai trouvé en tout cas que les logements étaient vraiment chers au niveau de Hakon, au niveau des sources chaudes. Nous, là, la guest house, par exemple, qui était un ryokan, on a payé 100 euros la nuit, alors que les autres hôtels à côté étaient aux alentours des 300 euros la nuit. Tout était plein et les prestations ne sont pas exceptionnelles. Vous aurez des bien meilleures prestations à Osaka, Kyoto ou par exemple à Tokyo pour les mêmes tarifs. Donc voilà, si vous y passez, n'y restez pas forcément trop longtemps, sinon vous allez dépenser un budget qui est énorme. Au niveau des transports, on en parle très souvent des transports du Japon parce qu'ils sont vraiment à l'heure. Alors pas H24, pas sur toutes les lignes. Quand on parle en général des excuses nationales, c'est sur le Shinkansen. Après les trains locaux et autres, des fois ils ont quelques minutes de retard. Mais dans l'ensemble, on n'a quasiment pas eu de retard sur tous les transports qu'on a pris sur nos 3 semaines. C'est extrêmement propre, c'est très calme. On voit les gens qui peuvent dormir dedans parce qu'ils sont assez fatigués, vu qu'ils font des gros volumes en termes de travail, en termes d'horaire de travail. Et après, le Shinkansen, tout le monde nous en parlait. Bah, globalement, un petit peu déçu parce que c'est comme notre TGV, hein. Il n'a rien d'exceptionnel. Il va à peu près à la même vitesse. C'est propre, vous avez des prises. C'est pas extrêmement grand. Ça fonctionne bien. Rien d'exceptionnel, mais je le trouve quand même assez cher. Après, les transports sont quand même globalement bien organisés, que ce soit à Tokyo ou à Kyoto. Le seul La seule ville où j'ai trouvé que c'était compliqué de se déplacer, c'est à Osaka. Où en fait, le problème, c'est que vous avez plusieurs lignes qui vont passer sur le même quai. Et en fonction des couleurs qui sont par terre, vous n'allez pas rentrer dans les mêmes wagons ou dans les mêmes trains. Et si jamais vous avez le malheur de mal vous placer, bah finalement, vous allez vous retrouver dans un train qui ne vous convient pas. Et même, on s'est retrouvé des fois dans un train qui était pour nous le bon. Et en cours de route, il a fait demi-tour le train. Donc finalement, c'est pas forcément très simple. Donc prévoyez un petit peu de temps pour pouvoir vous déplacer à Osaka parce que vous risquez de vous retrouver dans des galères. À Tokyo et Kyoto, c'est pas le cas, mais à Osaka, on peut retrouver justement ça. L'avantage de la carte Pasmo, comme je vous le disais, c'est qu'une fois que vous l'avez, vous badgez quand vous rentrez dans la station, vous faites votre transport et au moment de sortir, vous devez rebadger. Si jamais vous n'avez pas assez de crédit, et ça nous est déjà arrivé, les portes se ferment devant vous. Et là, il faut aller faire l'ajustement sur une machine qui est juste à côté. Vous allez remettre du cash et après, on vous laissera sortir pour pouvoir payer en tout cas votre transport. Concernant les habitants, ce sont des personnes qui sont extrêmement respectueuses, serviables et gentilles. Franchement, vous n'aurez jamais aucune galère au Japon à partir du moment où vous respectez les règles. Il y a des coutumes, il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à respecter. Mais si vous le faites, vous verrez que vous tombez sur des gens qui sont... C'est vraiment des crèmes. C'est hyper agréable de pouvoir
se balader. Il y a beaucoup de monde, mais tout le monde fait très attention à ne gêner personne. Ils parlent quasiment pas l'anglais et donc ça c'est quand même un gros défaut quand vous avez besoin d'échanger, que vous avez besoin de savoir quelque chose, vous passez votre temps à tout traduire. Et après, ce qu'ils ont l'habitude, c'est ils ont l'habitude de toujours tout nettoyer après qu'ils aient utilisé quelque chose. Donc vous êtes dans des toilettes, c'est toujours impeccable. Vous allez dans le restaurant, c'est toujours impeccable. Et ça, c'est vraiment hyper agréable. Dans les activités, je me suis cantonné quand même à quelques activités parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et je vous invite à revoir l'ensemble des vidéos qu'on a pu faire du Japon parce que vous allez découvrir vraiment des perles. Au niveau des villes, on aurait pu en parler pendant 3 quarts d'heure à chaque fois parce que chaque quartier représente quasiment une petite ville. Vous allez à Tokyo, vous prenez Akihabara, vous prenez différents quartiers. Vraiment, vous pouvez rester la journée complète dedans. Il y a plein de choses à faire, à découvrir. D'un quartier à l'autre, vous avez vraiment l'impression de changer de ville. C'est vraiment complètement différent. C'est moins présent sur Osaka et Kyoto, mais sur Tokyo, c'est juste hallucinant. Il y a beaucoup de temples à voir avec une architecture qui est juste magnifique. Mais ceux, moi, qui m'ont le plus touché, c'est le Todaiji à Nara, qui est un énorme temple en bois, qui est vraiment magnifique. On a également le Manpoku-ji à Uji, que je vous invite à aller faire parce que c'est un petit peu loin du centre d'Uji, mais vous verrez que c'est un complexe qui est juste magnifique. Il n'y a jamais personne, c'est hyper calme et vraiment l'architecture, elle est juste exceptionnelle. Et après, une activité qui est beaucoup plus connue, qui s'appelle le Fushimi Inari, avec ses 10 000 torii, qui sont des portes qui vont séparer le monde des profanes du monde spirituel. Et là, je vous invite à aller tout de suite en haut de la colline pour pouvoir voir l'ensemble des torii, et surtout pour ne pas avoir tout le monde qui vient se bloquer sur les premiers torii et qui ne va pas faire l'effort de marcher quelques centaines de mètres, même pas, je sais même pas si ça fait 1 ou 2 kilomètres, mais vraiment c'est pas très long. Donc je vous invite à monter vraiment en haut et vous verrez que ça va être exceptionnel pour vous. Au niveau des châteaux, pareil, on a le château d'Osaka qui est très joli à l'extérieur, dans une belle enceinte. Allez-y quand il fait beau, c'est extrêmement agréable. Mais l'intérieur est vraiment décevant. Vous faites une demi-heure de queue, vous payez 500 yens et c'est vraiment pas top. C'est un espèce de musée, mais qui a rien de en termes de valeur ajoutée. C'est pas excellent. On a vu des temples à l'intérieur qui étaient beaucoup plus jolis que l'intérieur du château. Et après, pareil, le château de Kyoto qui s'appelle Nihoho et le palais impérial à visiter plutôt sur la partie extérieure. La partie intérieure, en général, elle est en travaux où il n'y a pas grand chose à voir, mais les jardins et autres sont juste magnifiques. En termes de paysage, je voulais absolument voir le mont Fuji quand j'y suis allé et j'ai eu la chance de le voir un peu de loin. Le temps était un petit peu couvert, donc pas forcément idéal, mais c'est pareil, c'est assez exceptionnel parce que tout est plat autour. Et après, vous avez le mont Fuji qui est un volcan et qui est juste parfait en fait en termes de taille. Et donc, c'est quand même à voir, c'est un beau détour à faire pour aller visiter un petit peu cette merveille du Japon. On a également le parc naturel de Nara qui est un énorme parc dans lequel on va retrouver des biches et des cerfs qui sont à aller voir parce qu'ils sont très gentils. Vous pouvez leur donner à manger, vous pouvez les caresser. Ils ne sont pas du tout agressifs et ça vous met dans une ambiance qui est assez différente, on va dire, du reste du pays. Après, bien sûr, plein d'autres choses à faire au Japon. On a par exemple les onsen en extérieur qui sont les bains traditionnels, qui sont des sources chaudes. C'est ce qu'on va appeler les Rotenburo. Alors faites très attention, si vous êtes tatoué, c'est un petit peu galère. Moi, j'en ai trouvé un qui est très bien, qui s'appelle les Tenzan Onsen. Alors, il ne faut pas craindre la nudité parce que tout le monde est nu dans ces Rotenburo. Les hommes et les femmes sont séparés. Il y a certains qui proposent des bains mixtes, mais du coup, vous êtes en maillot de bain. C'est différent. Mais je vous invite au moins à y aller une fois pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est un endroit qui sont paisibles et calmes. Et franchement, ça coûte pas très cher. De mémoire, on avait payé 1300 yens pour une journée complète. En général, on y reste plutôt 3 heures parce qu'après, on est quand même assez fatigué de passer dans différents bains chauds. Il y a même des saunas et des hammams. Donc vraiment, je vous invite à y aller pour pouvoir vous détendre et en profiter. Vous avez même la possibilité de réserver des onsen privés si jamais vous avez envie d'être par exemple avec votre partenaire, seul, sans personne autour. On a fait également les parcs d'attractions Disney Sea et USJ, Universal Studios Japan. Disney Sea, on a bien aimé parce que l'univers est sympa, il y avait un petit peu de queue, pas d'attractions qui sont folles à vraiment vous en décrocher le cœur, mais il y a quand même 2-3 trucs un petit peu cool. Je vous invite plutôt à faire effectivement Disney Sea plutôt que Disneyland parce que Disney Sea est un parc un petit peu à thème. C'est le seul dans le monde qui existe comme ça, alors que des Disneyland, il y en a d'autres. Et Universal Studios Japan, très déçu parce que la moindre attraction, vous faites 2 heures de queue, les attractions sont plus que bof. Vous êtes obligé de prendre un ticket d'entrée spécifique
pour aller au Super Nintendo World parce qu'il y a tellement de monde en fait que c'est saturé en permanence. Donc c'est quand même assez embêtant. Après, les décors sont juste merveilleux. C'est là où c'est vraiment un gros point pour Universal Studios Japan. Mais les attractions sont pas top. Il y a plus de magasins que d'attractions. Vous passez votre temps à faire la queue. C'est assez cher finalement pour ce que c'est. Donc voilà, pas forcément à faire. Mais pour les décors, c'est quand même assez cool. Et après, on a passé quand même beaucoup de temps dans des salles d'arcade directement au niveau des grandes villes parce qu'il y avait beaucoup de jeux qui nous plaisaient. Il y avait Dragon Ball Z par exemple, Tekken, qui Laurine adore. Et après, j'ai passé pas mal de temps sur Pokémon Mesastar, qui est la bande d'arcade de Pokémon que j'ai vraiment adoré. Enfin, il y a différents éléments que je ne sais pas trop où catégoriser, donc je fais toujours une rubrique autre pour vous donner quelques tips qui peuvent vous servir quand vous allez au Japon. Par exemple, les prises électriques sont comme aux US, et donc on a dû acheter un adaptateur sur place, et cet adaptateur qui est fait pour le Japon n'est pas valide au Japon. C'est écrit clairement dessus. Alors nous, on s'en est aperçu le jour où on repartait, mais globalement, faites attention. Donc achetez plutôt des adaptateurs qui viennent de l'étranger. Nous, on n'a pas eu de soucis, ça marchait très bien là-bas, mais c'est écrit qu'on n'avait pas le droit de l'utiliser sur le Japon. Gros avantage aussi, c'est que quand vous venez de l'extérieur, il y a beaucoup de magasins où vous êtes en tax free, c'est-à-dire que vous allez payer 10% de moins si vous ramenez votre passeport à partir de 5000 yens. Donc je vous invite à le demander quand vous êtes à la caisse si vous faites des achats un petit peu conséquents. Après, tout le monde a le même parapluie parce que dans les Lawson, dans les Family Mart et directement dans les 7-Eleven, ils vendent toujours le même parapluie transparent. Et ce qui fait que tout le monde se bat avec la même chose. Vous le laissez devant le magasin avant d'entrer dedans. Et au moment où vous repartez, vous avez 15 parapluies qui sont exactement comme le vôtre. Donc régulièrement, vous faites piquer votre parapluie ou vous piquez le parapluie de quelqu'un d'autre. C'est un peu un échange de bons procédés. C'est à savoir, mais globalement, ne venez pas avec un parapluie qui a de la valeur parce qu'il y a de fortes chances que quelqu'un vous le récupère à votre place. Comme je disais, les toilettes publiques sont propres et gratuites. Il y en a énormément de partout. C'est impeccable, c'est hyper agréable. Vous avez des tables allongées côté homme pour changer les bébés. Ils pensent vraiment à tout et ça, c'est hyper agréable. Bien sûr, les toilettes sont avec des jets. Tout est écrit en japonais. Donc la première fois, c'est un peu surprenant. Après, vous comprenez comment régler la puissance de jet, l'inclinaison, le type de jet qu'il peut y avoir. Et souvent, les hôtels, vous avez même du papier WC à côté pour faire ce que vous avez à faire une fois que vous avez fini. Donc voilà, c'est un petit peu les éléments à connaître et ça permet de pouvoir s'habituer. Vous verrez que finalement au début c'est un peu surprenant, mais c'est quand même hyper agréable comme technologie. Si je voulais conclure sur le Japon, je pense que c'est une très très bonne alliance, une alliance vraiment parfaite entre la culture traditionnelle et la culture moderne. Vous arrivez dans certains quartiers, vous avez des centres de jeux avec des nouvelles technologies qui sont impressionnantes. Et juste à côté, vous avez des temples qui ont 1 millier d'années où les personnes viennent prier, viennent se recueillir. C'est juste magnifique et assez exceptionnel. Maintenant, dites-moi si l'ensemble de ces informations vous ont aidé pour votre voyage au Japon, pour pouvoir préparer votre voyage au Japon. Dites-moi si vous avez des informations complémentaires à ajouter aussi pour que les personnes puissent découvrir le Japon d'une autre manière, peut-être d'une manière plus traditionnelle et plus calme. Et pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Salut à tous!